En 2030, 20% de l'électricité mondiale sera utilisée pour le numérique. C'est pour ça que c'est aujourd'hui très important de chercher à construire un site qui soit le plus léger, le plus compact possible et qui utilise le moins de données possible. Le site d'Acant a donc été créé pour chercher à limiter au maximum ses impacts sociaux et environnementaux. L'impact des outils du numérique est de plus en plus important sur la planète. Aujourd'hui, on a 10% de l'électricité qui est utilisée pour le numérique et donc 20% en 2030. Et 3% des émissions de gaz à effet de serre sont aussi dues au numérique, ce qui équivaut au poids du transport aérien. D'autant plus qu'avec l'utilisation croissante des outils numériques, en 2030, le numérique consommera 8% des émissions de CO2. Donc on est vraiment dans une dynamique exponentielle qui est due à l'utilisation croissante du numérique dans tous les secteurs et puis aussi l'utilisation des data de plus en plus importantes. On ne cesse d'en utiliser de plus en plus, on ne cesse d'avoir de plus en plus d'outils numériques et donc tout ça participe à avoir une consommation et une pollution qui soit de plus en plus forte. C'est dans ce contexte que Acant s'engage à limiter l'impact de ces actions numériques sur l'environnement et donc ça passe notamment par la construction d'un site internet qui soit plus éco-responsable. Une telle démarche passe par deux axes de responsabilité. D'un côté, l'éco-conception pour chercher à limiter au maximum le poids du site et à en faire un site le plus rapide possible, et de l'autre côté, la conception en prenant soin de ses impacts humains. Donc ça dépasse un peu les enjeux qu'on a pu voir tout à l'heure, mais ça va plutôt traiter de tout l'usage des données et quel est le respect de la vie privée qu'on garantit à travers le site. Aujourd'hui, je vous propose de nous centrer sur le premier axe, c'est-à-dire l'éco-conception d'un site internet. Comment est-ce qu'on peut éco-concevoir un site internet? Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui ne demandent pas d'actions trop compliquées et donc qui permettront de réduire dès demain l'impact de votre site. Mais avant de commencer, je voulais faire quand même un petit disclaimer. J'ai travaillé sur WordPress pour créer mon site. Je suis partie avec Elementor, qui est un outil qui vous permet de construire des sites sur WordPress et ça permet tout à fait de créer des sites qui soient éco-responsables, légers, très maniables et sans un grand impact environnemental. Pour pouvoir encore optimiser l'éco-conception d'un site, l'idéal est de passer par un développeur qui soit spécialisé de ces questions-là pour qu'il puisse créer un site qui soit vraiment fait sur mesure sans passer par une plateforme qui forcément implique une certaine quantité de code qui ne sera pas absolument nécessaire pour votre site. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer que même avec des moyens limités, avec WordPress du coup, on peut réussir à créer un site qui soit tout à fait éco-responsable. Plus vous y pensez en amont de la conception de votre site, plus votre site sera éco-responsable. En fait, l'idée c'est d'avoir un site qui soit responsable par design, c'est-à-dire que le design lui-même du site doit être conçu comme éco-responsable pour pouvoir garantir un impact minimal de votre site. Alors que si vous développez un site de A à Z et qu'ensuite vous vous dites que ce serait bien qu'il soit éco-responsable, évidemment vous allez avoir beaucoup plus de travail pour transformer tout un certain nombre de choses en des versions qui soient beaucoup plus légères et avec un impact moindre sur l'environnement. Mais si vous avez déjà un site et que c'est intéressant pour vous de développer la démarche éco-responsable, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait mettre en place des actions pour avoir un site qui soit plus léger et plus éco-performant. Éco-concevoir un site internet a deux bénéfices majeurs qui ne sont pas seulement des avantages liés à la protection de l'environnement mais aussi de grands avantages marketing et que je vous conseille tout à fait de prendre en compte. Donc en fait, éco-concevoir aujourd'hui c'est pas seulement une solution pour prendre soin de l'environnement mais aussi pour avoir un site internet qui fonctionne mieux de manière générale. Pourquoi ? D'abord parce que la rapidité d'un site internet est un vrai plus en termes de SEO. Donc le SEO, c'est ce qui va vous permettre d'être classé par les moteurs de recherche, notamment par Google, qui a un algorithme qui évolue au fur et à mesure des années pour prendre en compte des critères différents de classement du site internet. Donc Google a fait une mise à jour de son algorithme cette année
Le nouvel algorithme, qui est donc Google Page Experience, est composé de 7 critères, dont 3 critères principaux, qui sont l'ergonomie du site, la rapidité du site et sa facilité aussi à être utilisée pour les portables. Donc les pages internet qui sont trop lentes, qui ne sont pas adaptées aux portables et qui sont peu ergonomiques seront moins bien classées dorénavant par Google. Et cette tendance qui est due en fait à l'accroissement du mobile qui demande donc d'avoir des sites qui soient plus légers, qui puissent se charger un peu n'importe où et très facilement sur les portables, ne va cesser de s'accroître aussi dans les prochaines années. Et donc cet algorithme qui favorise la légèreté des pages est vraiment une tendance de fond du SEO qu'on va retrouver de partout. Donc ça c'est un vrai point à prendre en compte pour être mieux recensé par Google. Par ailleurs, l'éco-conception améliore l'expérience utilisateur. C'est le deuxième point positif de l'éco-conception. Pourquoi ? Déjà parce que l'éco-conception va demander de limiter le nombre de pages de votre site. Donc le fait de limiter le nombre de pages est un vrai plus pour l'utilisateur qui va moins se perdre entre toutes les pages. Et le parcours utilisateur aussi en sera d'autant plus fluide puisque quand votre visiteur se baladera sur les pages de votre site, il va pas être perdu entre 50 000 pages dans lesquelles il ne saura pas trouver les informations, il ne saura pas où aller. Au contraire, vous aurez quelques pages qui seront bien construites et donc il trouvera facilement l'information. Il y aura aussi moins d'étapes et donc c'est vraiment tout bénef pour votre utilisateur qui en sortira avec une expérience qui sera vraiment optimisée. Par ailleurs, l'éco-conception impose un certain nombre de contraintes qu'on verra par la suite et le fait d'avoir ces contraintes dans la création de votre site peut donner des ailes pour créer un site qui soit d'autant plus impactant puisque vous allez plus devoir vous centrer sur le fond du message. Et c'est vrai que si vous regardez les sites internet aujourd'hui par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 3-4 ans, il y a 3-4 ans on utilisait énormément d'effets 3D avec des sites qui pouvaient être très impressionnants, beaucoup d'animations et aujourd'hui la tendance s'est beaucoup réduite donc on peut expliquer ça de plusieurs manières. Premièrement parce que finalement c'est aussi le fond du message qui est important et qu'il faut travailler et qui a plus d'impact sur le visiteur de votre site que juste faire de l'esbrouf à travers des vidéos qui en mettent plein la vue mais où finalement le reste du site n'est pas forcément très travaillé. Et deuxièmement, c'est aussi dû à ce dont on parlait tout à l'heure, au fait qu'aujourd'hui la légèreté d'un site soit vraiment valorisée et que donc avoir un site qui soit plein de vidéos et d'effets impressionnants est en fait très mauvais pour avoir un site qui soit utilisable facilement et de partout. Tout ça montre les bénéfices de l'éco-conception. Il y a une tendance globale du marché à aller dans le sens d'un site qui soit plus léger et en poussant cette tendance encore plus loin, en cherchant à travailler l'éco-conception, c'est aussi un vrai plus pour votre site internet. D'autant plus si vous le mettez en avant, ce qui montre votre engagement responsable et ce qui produit un effet très positif sur les images de marque aujourd'hui. Maintenant, pour entrer dans le dur du sujet, comment est-ce que j'ai éco-conçu mon site internet ? Je vous propose de voir les différents axes de l'éco-conception et comment est-ce que pour chaque axe, j'ai cherché à travailler mon site internet pour en faire un site qui soit éco-responsable. Plus de 100 critères participent à la construction d'un site internet éco-responsable. Il y a parmi ceux-ci des choix d'architecture, de design, de data center, de CSS. Je vais vous parler de ce que j'ai fait pour Acquaint. En termes de choix d'architecture, aujourd'hui c'est vrai que mon site est encore assez jeune et donc assez petit, ce qui facilite l'architecture de mon site, c'est-à-dire comment les pages s'imbriquent les unes dans les autres. Mais c'est vrai que j'ai quand même réfléchi mon site pour chercher à limiter le nombre de pages, comme je vous disais, pour qu'il ait un poids qui soit plus faible et qu'il n'y ait pas 35 milliards de pages qui veulent dire la même chose. Donc par exemple, il y a un certain nombre de pages légales qui sont aujourd'hui obligatoires, donc la politique de confidentialité, la politique d'utilisation des données, les informations, mentions légales du site, les conditions générales de vente, donc ce qui fait en fait 4 pages. Et je m'interroge sur la validité de mettre ensemble les mentions légales avec la politique des cookies, mais c'est vrai que aussi c'est des choses qui sont légales, donc assez touchy, donc pour vraiment faire ça de manière correcte, il faut mieux s'adresser aussi à un avocat pour savoir ce qui est vraiment possible et ce qui ne l'est pas. Mais voilà, j'ai travaillé dans cette logique de réduire le nombre de pages, donc à la fois pour ces aspects légaux, mais aussi dans le parcours utilisateur, comment faire pour avoir un nombre de pages qui soit assez limité, donc ne pas avoir
une page pour dire qui je suis, une page pour dire qui est mon entreprise, mais plutôt mettre tout ça ensemble et avoir un site qui soit plus simple pour la navigation des utilisateurs. Mais cette partie qui est encore très balbutiante aujourd'hui puisque mon site est tout petit, il faudra vraiment que je l'ai en tête pour le développement du site par la suite quand le nombre de pages se multipliera pour réussir à faire quelque chose qui soit bien construit et où il n'y ait pas trop de pages qui se superposent, qui font qu'en fait on s'y perd dans le site et que le site décuple son poids. Le deuxième aspect important, c'est les choix de design que j'ai pu faire. Pour ça, la première chose, c'est que j'ai choisi un thème léger. Donc comme je vous disais, je suis passée par WordPress pour la simplicité d'utilisation de WordPress, mais j'ai fait plusieurs recherches avant de commencer à développer mon site pour chercher à avoir le site le plus léger possible. Donc si vous allez sur internet et vous tapez thème lightweighted, donc en anglais en général on trouve plus de choses, vous allez trouver pas mal de choses. Et il y a des modèles qui sont assez différents, qui peuvent convenir à beaucoup de personnes, enfin à beaucoup de sites différents. Moi je suis partie sur le site Hello d'Elementor, c'est ce que je vous disais. L'avantage de ce thème, c'est que c'est un thème qui ne pèse rien du tout, enfin c'est vraiment ultra léger. Je pense que c'est même le plus léger qui existe, mais en fait c'est parce que c'est aussi l'inconvénient de la chose, c'est que c'est un thème où il n'y a rien qui soit préconstruit. Donc vous avez la possibilité d'intégrer des blocs comme vous voulez, avec un certain nombre de blocs qui sont préconfigurés et vous construisez comme vous voulez sur la page, mais quand vous arrivez sur le thème est vraiment blanc et donc ça laisse toute place à votre imagination. Donc c'est un thème que je cherchais, puisque je voulais pouvoir créer ce que je voulais, comme je voulais, et quand il y a un thème qui est déjà très préconstruit, je trouve que c'est des contraintes qui m'empêche d'avoir le site que je veux. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui aiment bien justement être très guidées dans le design de leur site et dans les choix qu'elles peuvent faire, c'est pas forcément le thème qui leur conviendra le mieux, parce que celui-là vous laisse toute liberté d'action en fait. Donc ça c'est une réflexion à avoir lorsque vous construisez votre site internet. Quel est le type de thème que vous voulez, enfin si jamais vous utilisez WordPress, quel est le type de thème que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit très brut ou pas? Donc ça va vraiment dépendre de vos préférences. Est-ce que vous préférez avoir quelque chose qui soit très simple, avec beaucoup de liberté d'action, ou est-ce que au contraire vous préférez quelque chose d'un peu plus cadré, avec un design qui soit préconstruit? À ce moment-là, je vous conseille d'aller chercher d'autres thèmes légers sur internet, vous en trouverez beaucoup. Et donc encore une fois, je vous conseille de chercher en anglais, parce que c'est plus facilement accessible, et c'est des choses qui existent plus en anglais qu'en français, où vous allez trouver assez peu de choses. Le deuxième choix de design que j'ai fait pour avoir un site qui soit éco-responsable, c'est le fait d'avoir un fond sombre. Puisqu'en fait, sur les écrans OLED, les fonds sombres consomment moins d'énergie que les fonds clairs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les écrans OLED, d'abord, ce n'est pas du tout utilisé sur tous les appareils. C'est des écrans qui sont utilisés sur les smartphones haut de gamme, donc par exemple sur les derniers iPhones, et qui sont déployés de manière générale sur de plus en plus d'appareils électroniques. Donc en fait, ces écrans ne s'affichent pas de manière classique, où les pixels s'affichent en envoyant de la lumière, que ce soit de la lumière de telle ou telle couleur. Au contraire, sur les écrans OLED, un pixel blanc envoie de la lumière, mais un pixel noir est un pixel éteint. Donc c'est-à-dire que les fonds qui sont sombres vont utiliser moins d'énergie que des fonds qui sont clairs. Aujourd'hui, on voit pas mal dans les tendances éco-responsables le fait qu'il faille mettre des fonds sombres pour réduire l'intensité lumineuse de ces écrans pour protéger les yeux, mais aussi pour utiliser moins d'énergie. Donc c'est pas forcément quelque chose de vrai, c'est vrai uniquement pour les écrans OLED, encore une fois, donc pour des écrans de téléphone portable. En général, les ordinateurs n'utilisent pas ce type d'écran qui sont des écrans de trop haute qualité en fait. Mais c'est vrai que dans les années à venir, cette tendance va se généraliser et donc faire le choix d'un thème sombre aujourd'hui déjà, c'est permettre aux utilisateurs qui regardent votre site sur un téléphone de ce type, eh bien, de réduire leur consommation d'énergie. Et puis, à moyen et long terme, ça va aussi permettre à toutes les personnes qui auront des ordinateurs ou de manière plus générale tout type de téléphone de réduire leur consommation. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui en soi est aujourd'hui si impactant, mais c'est aussi important d'utiliser des fonds sombres pour accoutumer les gens à l'utilisation de ces designs qui sont un peu différents, puisqu'en fait on a vraiment l'habitude d'avoir des designs avec des fonds clairs, et pour permettre
pour favoriser l'utilisation de design de fond sombre sur les téléphones aujourd'hui qui ont des écrans OLED et puis à terme sur les écrans de manière plus générale qui seront à OLED. Donc en fait le design de mon site internet est un fond qui est bleu foncé. Je voulais pas faire noir parce que je trouvais ça quand même très sombre, mais le bleu foncé, alors ça utilise forcément un petit peu plus de lumière que le noir, mais ça reste quand même avec un bilan énergétique qui est très très faible, donc sur les écrans OLED. J'ai aussi choisi le logo d'Acant, donc un logo vert, évidemment en raison de tout l'aspect environnemental de mon entreprise, mais aussi pour des choix de design et d'impact énergétique sur les écrans, puisqu'en fait la couleur verte sur les écrans OLED est la couleur qui consomme le moins d'énergie. Le fait de choisir un logo qui soit vert, c'était vraiment de ma part un choix éco-responsable pour chercher à ne pas avoir un impact environnemental qui soit trop élevé. Bon, il y a plein de bruit, il y a les sons, les cloches, il y a la police qui passe, j'espère que vous entendez pas trop tout ça dans la vidéo. Un autre choix que j'ai fait pour avoir un site qui soit éco-responsable, c'est le choix des illustrations sur le site. Donc en fait, quand vous illustrez votre site, vous avez le choix entre mettre des vidéos, mettre des images ou mettre des illustrations, donc des dessins. Le plus consommateur de tous, évidemment, c'est les vidéos, le pire étant les vidéos qui s'allument toutes seules. Donc si jamais vous devez mettre des vidéos sur votre site, ce qui se comprend, faites attention à mettre des vidéos sur lesquelles les utilisateurs doivent appuyer sur play, ça a vraiment un impact qui est beaucoup plus faible, puisque seules les personnes intéressées vont aller appuyer et regarder la vidéo, et puis ça ne demande pas l'utilisation de bande passante aussi dès l'ouverture du site, mais c'est un chargement qui se fait au fur et à mesure, et qui est donc plus économique en termes de data. Donc les vidéos c'est le plus consommateur, ensuite vous avez les photos qui sont beaucoup moins consommatrices que les vidéos, mais qui consomment encore plus que les illustrations. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre que des illustrations sur mon site internet pour limiter vraiment l'impact écologique des images que j'ai pu avoir sur mon site. Évidemment, plus vous limitez le nombre d'images aussi mieux c'est, puisque chaque image a un certain poids et que donc plus vous en avez, plus ça va vous faire un site qui est lourd, qui va donc utiliser de la bande passante pour être chargé, donc du réseau, et qui sera aussi plus gros dans les data centers dans lesquels il sera hébergé. J'ai utilisé une seule photo pour mon site internet, c'est la photo où je me suis mise moi, mais c'est vraiment dans un souci de présenter un peu qui je suis, pour avoir un peu une relation de confiance, et le fait de mettre un dessin de moi, j'y ai pensé, mais c'est quand même beaucoup moins réaliste que de me mettre moi-même, donc voilà, c'est la seule photo que j'ai mis. Sinon, il y a aussi des vidéos sur mes articles qui relient donc à ma chaîne YouTube, sachant que du coup, ces vidéos ne se mettent pas en autoplay pour ne pas utiliser de data, elles sont petites, enfin c'est vraiment là plus à titre informatif pour dire qu'il y a des vidéos disponibles. Pour les images, pour limiter au maximum leur poids, j'ai aussi installé un plugin sur mon site internet qui s'appelle WebP Converter, qui cherche à limiter au maximum le poids des images en les transformant toutes en format WebP. Donc le fait de passer par ce plugin, donc ça prend toutes vos images, et lorsque vous choisissez, ça les transforme toutes et ça supprime tous les JPEG, les PNG que vous pouvez avoir chargés, et ça permet d'avoir des formats qui sont beaucoup plus légers de vos images, avec donc à la clé un chargement de votre site beaucoup plus efficace et un site qui est bien plus léger. Le format SVG est aussi très recommandé pour les images, puisque c'est la même chose, c'est un format très léger qui permet aussi d'agrandir vos images très facilement, alors que le format JPEG a une taille fixe, et donc si la taille de l'image sur votre serveur n'est pas la même que celle qui s'affiche sur votre écran, ça va demander de l'adapter de tailles différentes, et donc ça c'est assez consommateur de data, alors que le format SVG est fait pour s'adapter à tout type de taille sans demander de compression ou d'élargissement, et donc c'est un format qui, au-delà du fait que le fichier soit lui-même très léger, va permettre de limiter aussi l'utilisation de données de votre site. Donc même chose pour WebP Converter,
qui est en fait un format qui est utilisé par Google, enfin qui a été créé par Google justement pour faire des images sur les sites internet. Ensuite, en termes de choix de CSS, donc ça c'est un peu la limite de WordPress dans le sens où on n'a pas vraiment accès au CSS. Avec un thème, le site est tout précodé et donc on ne peut pas vraiment toucher à ça. Mais j'ai quand même essayé de limiter le nombre de caches sur mon site internet pour avoir un site qui soit plus léger. J'ai installé pour ça un plugin aussi, même chose. Et ensuite, j'ai mesuré le poids de mon site internet après avoir mis le plugin pour enlever les caches et avant de l'avoir mis, mais c'est bizarre parce que quand j'avais mis ce plugin, mon site internet était plus lourd que quand je n'avais pas le plugin. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'était pas vraiment un bon deal. Donc j'ai enlevé le plugin, j'ai pas touché au nombre de caches du site finalement, mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir le site qui soit le plus léger possible. Donc vous voyez que parfois il y a des choses qui sont pas forcément logiques, mais à ce moment-là il faut tester de manière régulière pour savoir qu'est-ce qui vous permet d'avoir le site qui soit le plus léger, le plus performant possible, et puis aller dans cette voie. Sachant que si vous passez par un développeur, il saura vous faire un site qui soit bien optimisé de ce côté-là. Le dernier choix que j'ai fait, c'est un choix d'hébergement, ce qui est déjà un gros plus en termes de protection de la vie privée, mais ça on pourra en reparler plus tard lorsqu'on parlera de tous les aspects justement vie privée de construction d'un site internet. Et donc j'ai choisi Infomaniac, qui est un hébergeur suisse, parce qu'il est très engagé sur tous ces aspects d'environnement et de manière générale de RSE. Donc par exemple, il utilise 100% d'énergie renouvelable, il compense aussi à 200% ses émissions carbone, et il met tout en œuvre pour limiter au maximum son utilisation d'énergie, l'utilisation d'énergie de ses data centers. Donc il y a plein de choses qui sont expliquées sur leur site que vous pouvez aller voir si jamais vous vous posez des questions sur l'hébergement à utiliser. Mais Infomaniac, il est de manière générale reconnu aujourd'hui comme l'hébergeur le plus vert sur le marché et qui en plus est engagé sur des questions de protection des données. Donc c'est vraiment un hébergeur que je vous recommande. Le dernier aspect important à prendre en compte pour avoir un site éco-responsable, donc une fois que vous l'avez construit, c'est de le tester. Le tester va vous permettre de voir le poids de votre site et à quel point il est consommateur d'énergie. Et puis aussi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le tester régulièrement vous permet de voir quels sont les points à arranger et ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qui est adapté à votre site ou non. Pour ça, je vous recommande 2 sites qui sont très intéressants. Le premier s'appelle Website Carbon. Website Carbon vous permet de mesurer l'impact carbone de votre site internet avec une infographie qui est très bien faite pour expliquer combien est-ce que l'utilisation de votre site consomme en termes de carbone. Et l'autre site que je vous recommande, c'est un indicateur de Google qui s'appelle PageSpeed Insight. Donc je vais vous mettre tous les liens en description de tout ce dont je vous ai parlé. Ce calculateur de Google est très intéressant, très complémentaire de Website Carbon, qui est vraiment là à titre indicatif pour le carbone, alors que l'indicateur de Google, lui, est un très bon outil pour vous aider à diminuer la taille de votre site internet. Puisque déjà il calcule la rapidité de votre site, voir s'il est performant ou non et donc s'il est léger ou non, en vous montrant à la fois sur ordinateur et sur mobile comment il fonctionne. Et ensuite il vous donne toute une liste de recommandations à appliquer sur votre site. Alors pour des personnes qui ne s'y connaissent pas trop sur tous les sujets informatiques, ça peut faire un peu peur au début, mais honnêtement il y a quand même des petites phrases d'explication et en se penchant un peu sur les sujets, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça en fait à mettre en œuvre et qu'il y a plein de choses qui sont très simples. Il vous suffit souvent de rajouter des plugins sur votre site WordPress si vous passez par WordPress pour réussir à résoudre ces problèmes. Et donc une fois que vous avez testé votre site, il faut évidemment bien appliquer les recommandations qui vous sont faites et puis ensuite le retester à nouveau pour voir ce qui fonctionne pas et quels sont les axes d'amélioration pour la suite aussi. Et donc ensuite, évidemment, testez votre site de manière régulière à chaque fois que vous le faites évoluer pour être sûr que vous restez très léger et très performant et donc très éco-responsable. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un site qui, a priori, n'est pas trop lourd.
Mais malgré tout, votre site va peser un peu, va consommer du carbone et va avoir donc des émissions de gaz à effet de serre du simple fait de son existence. Et donc pour contrebalancer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de compenser mes émissions. Grâce à Website Carbon, vous pouvez visualiser très simplement les émissions de votre site, comme je vous disais, la quantité de CO2 qu'il émet par an pour tel nombre de visiteurs, et donc ça vous donne une très bonne image de ce que votre site produit et à quel point il pollue. Pour compenser les émissions, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend pas mal parler, notamment avec le fait de replanter des arbres, et donc je me suis un peu penchée sur le sujet pour voir si c'était intéressant ou pas de faire ça, dans quelle mesure c'était un peu du greenwashing, ou bien si c'était une action qui était intéressante à mettre en œuvre. Donc la première chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez vu cet indicateur sur Website Carbon, il vous donne donc l'impact de votre site pour 10 000 visiteurs sur l'année. Donc vous pouvez voir l'impact d'un visiteur, combien est-ce que ça pollue, et donc à partir de ça, en voyant le nombre de visiteurs que vous avez pu avoir sur les semaines passées, vous pouvez faire une projection du nombre de visiteurs que vous pensez avoir sur un an, et donc facilement faire une estimation du nombre de CO2, de la quantité de CO2 que vous allez pouvoir rejeter. Et si jamais, pour une raison quelconque, votre site est nouveau, vous n'avez pas assez de données, vous ne réussissez pas à faire cette projection, vous pouvez partir toujours sur la base des 10 000 visiteurs de Website Carbon. Et puis, bon, après, c'est un ordre de grandeur en fonction de la taille de votre business, de la taille de votre site, du nombre de personnes qui l'attirent. Mais voilà, ça donne déjà un bon indicateur. Mon site est tout petit, il est tout léger, et donc les émissions de CO2 qu'il ferait sur un an avec 10 000 visiteurs sont très petites. En fait, ça correspondrait à 3 arbres plantés. C'est quand même un chiffre qui est tout petit, mais je me suis dit, il n'y a pas de petit début, il faut commencer par faire ça, et puis ensuite, pour la suite, on verra, et on augmentera, en espérant évidemment que mon site ne grossisse pas trop et que j'en reste à des chiffres aussi minuscules qui font quand même un petit peu chaud au cœur. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez essayer de comparer les émissions d'autres sites internet que vous connaissez, et avec des résultats qui sont évidemment très différents les uns des autres. Pour compenser mes émissions, je me suis posé pas mal de questions, dont on entend beaucoup parler d'arbres à replanter, c'est quelque chose qui est montré sur Website Carbon, mais je me suis toujours dit, dans quelle mesure est-ce que replanter des arbres, c'est pas un petit peu du greenwashing? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est une action intéressante ou pas? Et donc j'ai pas mal cherché sur internet, savoir si c'était quelque chose qui était vraiment valide ou pas, et j'ai choisi de travailler avec Reforest Action pour replanter des arbres, et c'est vrai qu'ils m'ont bien convaincu sur l'utilité de ce moyen à mettre en œuvre pour pouvoir compenser ces émissions. Puisque leur projet présente plusieurs avantages. La première chose, c'est qu'ils associent le financement de crédit carbone et des projets forestiers. Donc, par le financement de crédit carbone, en fait, ils cherchent à lutter contre la déforestation du Brésil, mais en même temps, ils mettent en place des projets forestiers, c'est-à-dire que la déforestation au Brésil, évidemment, c'est pas dans un but juste pour s'amuser, mais c'est des personnes qui cherchent à avoir des terres agricoles pour pouvoir en vivre et pour éviter de tomber dans la pauvreté, ou de rester en tout cas dans la pauvreté. Donc le moyen le plus sûr pour eux, c'est de déforester, de faire une ferme et de mettre de l'élevage ou de l'agriculture intensif à cet endroit, et puis de sortir de la pauvreté de cette manière. Et ça a été fait par plein de personnes, et c'est ce qui garantit aussi aujourd'hui la croissance économique du Brésil, et donc le fait que plein de personnes sortent de la pauvreté et puissent s'en sortir. Donc finalement, lutter contre la déforestation, c'est bien, mais si c'est pour pour prolonger la pauvreté de plein de personnes, c'est pas très positif socialement, et en plus c'est pas ça qui garantit de sauver la forêt sur le long terme, ni même sur le moyen terme, parce que ces personnes, dès qu'elles le pourront, elles iront déforester si ça leur permet de s'en sortir économiquement. Ce que propose Reforest Action pour répondre à cet enjeu, c'est de mettre en place des projets pour permettre aux personnes de sortir de la pauvreté. Donc ils financent tout un tas de projets de développement pour les familles, pour leur proposer des alternatives à la déforestation.
Et ça permet d'avoir un gain positif sur le long terme, puisque c'est gagnant à la fois écologiquement en évitant la déforestation, mais aussi socialement et économiquement en offrant des solutions de secours à ces personnes, en leur permettant de sortir de la pauvreté, de se développer autrement, et donc aussi de ne pas être tentés par les options de déforestation qui leur sont proposées. Le deuxième point positif de Reforest Action et la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est qu'ils ont aussi des actions locales, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez l'endroit où vous voulez que votre arbre soit planté. Ils ont un certain nombre de projets en France, ils en ont 3 à Paris et puis dans d'autres régions, et donc vous pouvez choisir de planter au plus proche des émissions qui sont causées. Donc si vous savez que vous polluez à tel endroit, vous pouvez replanter à tel endroit, et donc ça permet de compenser vos émissions de manière assez intéressante à ce niveau-là. Le dernier point qui m'a attiré chez Reforest Action, c'est qu'ils s'adaptent aussi au milieu forestier, c'est-à-dire que beaucoup d'organismes replantent les arbres, mais en fait ils les replantent les uns après les autres sans chercher à recréer un milieu naturel, ce qui implique évidemment beaucoup moins de biodiversité et des choses qui sont en fait très artificielles, alors que Reforest Action cherche à recréer des milieux qui sont naturels, en replantant des espèces qui sont différentes et en cherchant à avoir quelque chose qui soit proche du milieu naturel. Donc voilà, une bonne pub pour Reforest Action. En tout cas, je vous invite à aller voir ce qu'ils font si vous cherchez à compenser vos émissions, d'autant plus qu'ils proposent des solutions pour les particuliers et aussi pour les entreprises. On arrive au dernier point important à prendre en compte pour faire un site éco-responsable. Donc ce dernier élément, c'est la communication. Puisque faire un site éco-responsable, c'est bien, mais c'est encore mieux d'en parler, puisque beaucoup de personnes ne sont aujourd'hui pas forcément au courant du fait que l'éco-responsabilité dans le développement web, ça existe et que c'est important, ne sont pas forcément au courant encore des impacts web sur la planète. Et donc si vous mettez en place des actions qui vont dans ce sens, c'est super d'en parler puisque ça montre à des personnes qu'il y a des problèmes de ce côté-là, et ça montre aussi des solutions concrètes sur ce que vous pouvez faire pour améliorer ce problème. Pour ça, j'ai fait plusieurs choses. Sur mon site internet, déjà j'ai fait une page pour expliquer en quoi le site est éco-responsable, quelle est mon approche du sujet. Donc si jamais vous êtes sur le site, vous pourrez voir cette page qui décrit ces différents éléments, donc ce sont des choses que je reprends dans la vidéo. Mais j'ai pas voulu seulement en faire une page internet, j'ai aussi mis à plusieurs endroits dans le site des petits indices pour expliquer la démarche, de manière à ce que même si on ne va pas sur la page dédiée au site éco-responsable, on puisse voir qu'il y a vraiment une démarche de ce côté-là, et que ce site n'a pas été construit par hasard. Et puis évidemment aussi j'en parle donc en faisant cette vidéo et puis sur les réseaux sociaux. Et si vous menez vous aussi une politique de développement web responsable, évidemment je vous invite à faire la même chose, que ce soit pour des enjeux écologiques ou pour des enjeux sociaux de protection des données qui soient particulièrement poussés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner des pistes d'action hyper concrètes à mettre en place pour votre site internet, ou alors que quand vous refondrez vos sites internet, vous aurez les idées plus claires sur quoi faire pour pouvoir faire un site qui soit plus responsable. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Vert d'Acanthe pour suivre les prochaines vidéos à paraître. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit toute seule ou avec des invités.